Bonjour à tous et bienvenue dans Un monde de sport, le podcast qui analyse et revient sur l'actualité sportive chaque week-end, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Juste avant de commencer, je me présente, je suis collégien, passionné de journalisme et de sport et je lance ce podcast pour mélanger mes deux passions ainsi que pour obtenir des avis ou des conseils sur mon contenu, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et au menu du jour, l'exploit historique du Paris Saint-Germain mardi soir sur la pelouse d'Anfield. Nous reviendrons sur le match, ses coulisses et analyserons les possibilités pour le possible programme du PSG dans la phase finale de Ligue des Champions, les adversaires, les chances du club pour la suite, vous saurez tout. Après ça, le zapping reviendra brièvement sur toute l'actualité sportive de la semaine avant le débat du week-end dans lequel nous nous poserons la question: le 15 de France a-t-il envoyé un signal fort hier en remportant son 27e tournoi des 6 nations? Et on commence dès à présent avec le match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. C'était l'affiche de la semaine. Le Paris Saint-Germain est parvenu à réaliser un exploit majuscule à Anfield en renversant Liverpool au tir au but, un exploit qui confirmait la confiance affichée par le club depuis une semaine, dont on a parlé dans le premier épisode du podcast. On avait vu notamment Nasser Al-Khelaifi, le président du club, qui était venu au campus du Paris Saint-Germain après la défaite du match aller pour encourager ses joueurs, leur dire et leur mettre dans la tête que l'exploit était possible. Ils l'ont su, ils le savaient, le coach le savait, Luis Enrique connaît ce genre de match, c'était lui, l'entraîneur présent sur le banc du FC Barcelone en 2017 lors de la remontada face à ce même Paris Saint-Germain. Le PSG qui a ouvert très tôt le score dans le match, qui lui a permis d'aborder, on va dire, un petit peu plus sereinement le reste du match, qui a pu notamment ne pas se précipiter comme ça avait été un petit peu leur défaut au match aller. Mais si ils n'ont pas pris de but, c'est parce qu'ils ont très bien défendu. Donnarumma a été énorme. Et il faut quand même noter que le PSG a eu des occasions de marquer. Le match n'avait rien à voir avec le match aller. On avait clairement vu une équipe de Liverpool surpassée qui avait eu une occasion et qui avait marqué. Là, le PSG a eu vraiment plusieurs occasions. Il y a notamment une frappe de Barcola à un moment qui pousse trop son ballon, etc. Mais ils sont tombés face à une belle défense de Liverpool, à laquelle a répondu celle du Paris Saint-Germain et notamment son gardien Gianluigi Donnarumma, qui a été énorme sur coup de pied arrêté. Il a réussi à peu près toutes ses sorties sur corner. Heureusement, parce que s'il ne les fait pas, il faut quand même noter que les joueurs sur qui le ballon arrive, ça risque potentiellement d'être Ibrahima Konaté ou Virgil van Dijk, les deux monstres de la défense centrale des Reds, qui font chacun 2 mètres, donc de la tête ils sont très très bons. Donnarumma a fait ses sorties et il les a réussi. Quand on connaît son passé au PSG, c'était pas garanti, loin de là, puisque l'année dernière contre Dortmund, c'était en partie à cause de lui que les Parisiens ont pris quelques buts, puisqu'il avait manqué plusieurs sorties sur corner où il passait complètement au travers, le ballon passait absolument sans aucun problème. Là, il a été impérial dans les airs, sur coup de pied arrêté, sur sa ligne, mais aussi et surtout, et c'est sur ça qu'on va revenir sur les tirs au but. En fin de match, il en arrête 2. Il prend le premier tiré par Mohamed Salah, mais ensuite il arrête ceux de Darwin Nunez et de Curtis Jones. Il a été absolument énorme. On l'a vu d'ailleurs, petite anecdote, après la fin de la prolongation, on l'a vu courir au vestiaire pendant que tous les joueurs parisiens se réunissaient pour discuter des tirs au but. Il y est sûrement allé pour récupérer sûrement ses fiches sur les tireurs. En tout cas, il a été très bon. Il était bien préparé, ça s'est vu. Il a affiché une énorme confiance, comme toute l'équipe du PSG. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette confiance, parce que je pense que cette confiance, elle vient aussi d'un mental qui n'était pas là les précédentes saisons, les précédentes années, puisque c'est la grande nouveauté, c'était une des grandes nouveautés de ce PSG version Luis Enrique. Dans le staff de l'entraîneur espagnol se trouve un préparateur mental, et on sait que c'est ça qui avait beaucoup pêché sur les matchs précédents face au Real Madrid en 2022, à Manchester United en 2019, pour ne citer que ces 2 matchs. Vraiment, les Parisiens ont fait preuve d'un mental énorme, même dans les situations où ils étaient en danger. Ils n'ont pas craqué, ils n'ont pas cédé à la pression. Ils sont restés peut-être pas calmes, parce que jouer à Anfield face à Liverpool, ça reste toujours quelque chose de très difficile à gérer, mais ils l'ont géré. Ils ont su le faire, et je pense que cette préparation mentale que Luis Enrique est venu insuffler au PSG leur fait beaucoup de bien. Elle se voit à mesure que les matchs arrivent et que les matchs se passent. Et ce succès parisien, il a également fait énormément de bien aux supporters du PSG. Ça fait quand même très longtemps que les supporters avaient le sentiment d'être un peu, pas grisés, mais de ne pas avoir le droit à ce genre de bonheur, ce genre de grand match.
Le PSG, à part l'année dernière, qui était éliminé en huitième de finale contre le Bayern en 2023, le Real en 2022, hormis évidemment la finale et la demi-finale en 2020 et 2021. T'as le Barça 2017, t'as United 2019, le Real en 2018 t'es pas capable de faire quelque chose. Là, les supporters parisiens ont montré qu'ils étaient derrière le club et c'est d'ailleurs ce qui fait, je pense, leur force à ces supporters. Depuis le début de la saison, on les a jamais vus décourager, on les a toujours vus pousser à fond leur équipe, voir le potentiel de leur équipe, croire en eux. Et ils l'ont montré en faisant un énorme match, ils ont fait énormément de bruit en fil. Il y a des moments où on entendait carrément vraiment les supporters parisiens et pas ceux de Liverpool. Et ils l'ont montré aux joueurs qu'ils étaient derrière eux, pareil lors de leur retour à l'aéroport. Donc c'est la victoire de toute une équipe et d'une ville en pleine communion, avec ses supporters, avec son entraîneur, avec son staff, avec sa direction. On a vu Nasser Al-Khelaifi aller saluer les supporters à la fin du match. Ça montre que ce PSG-là a vraiment une très très belle dynamique, non seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan extra-sportif. Il n'y a aucune affaire extra-sportive qui vient perturber la vie du club actuellement. Tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien. Les joueurs, le staff et tout sont complètement dans une forme d'hégémonie absolument parfaite. Il y a quand même une crainte chez certains supporters, c'est les affaires actuellement qui ont lieu, même si elles ne font pas trop de bruit autour du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. C'est le seul petit bémol que craignent certains. Il ne faudrait pas que ça vienne perturber la saison parisienne qui jusque-là est quand même parfaite. Maintenant que le PSG a franchi le mur, l'énorme obstacle Liverpool, que le PSG a sorti l'une des équipes qui était présentée, si ce n'est l'équipe, comme favorite de la compétition. En quart de finale, on connaît leur adversaire et ce sera l'Aston Villa d'Unai Emery, l'ancien entraîneur parisien qui retrouvera Luis Enrique. La dernière fois que les deux s'étaient affrontés, c'était en 2017 au Camp Nou lors de la remontada barcelonaise. Si c'est une équipe abordable, les Parisiens devront faire très attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité, même si évidemment je pense que c'est plutôt rassurant d'avoir un coach comme Luis Enrique qui a montré très clairement qu'il ne laissait pas de place au relâchement. Les joueurs sont toujours à fond. Contre Brest, ils mènent 5-0 et continuent à appuyer pour en planter deux de plus. Voilà, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui est déterminée sur chacun de ses matchs, sur chacune de ses mi-temps, chacune de ses actions. Et ça, je pense que ça devrait, a priori, leur permettre d'éviter de tomber dans le piège Aston Villa avec un coach qui connaît le PSG en plus. Et Luis Enrique l'a dit que Unai Emery réfléchit très très bien, qu'il analyse très bien les matchs, que ça va être une équipe difficile à bouger évidemment, même si sur papier ce n'est pas du niveau de Liverpool. Attention quand même, et en cas d'éventuel passage en demi-finale, le PSG affronterait le Real Madrid ou Arsenal, deux équipes qui quand même semblent aujourd'hui légèrement en dessous du PSG, même si on monte d'un cran par rapport à Aston Villa et on remonte au niveau des grandes équipes européennes et des grands matchs européens. Certains journalistes, certains supporters, certains gens du monde du football qualifient actuellement le PSG de la meilleure équipe d'Europe. Alors évidemment c'est peut-être le cas actuellement quand on regarde le jeu, mais c'est pas pour ça que le PSG ira au bout en Ligue des Champions, hein, loin de là. Peut-être qu'ils iront, peut-être qu'ils iront pas. Toujours est-il que pour aller au bout, il faudra battre dans un premier temps Aston Villa et ensuite potentiellement le Real Madrid ou Arsenal. Donc là on commence clairement à monter en gamme et puis je ne parle pas encore d'une éventuelle finale qui pourrait les voir opposés au Bayern Munich ou FC Barcelone, sauf surprise évidemment de l'autre côté du tableau de cette Ligue des Champions. On a donc un plateau relevé évidemment pour la suite de la compétition, même si le PSG a un match plus abordable pour les quarts de finale que le 8e face à Liverpool ne l'était. C'est l'heure du zapping avec l'essentiel de l'actualité de la semaine en bref. Et on commence avec les Coupes d'Europe de football qui ont rythmé la semaine. Et d'abord la Ligue des Champions qui a offert aux fans un suspense haletant avec 2 séances de tirs au but sur les 8 confrontations. Et après le PSG à Liverpool, c'est le Real Madrid qui a éliminé l'autre club madrilène, l'Atlético. Après notamment que Vinicius Junior ait manqué un penalty obtenu par Kylian Mbappé pendant la rencontre. C'est un élément qui ne manquera pas de faire parler et on suivra ça évidemment. Côté français, l'Olympique lyonnais s'est imposé 4-0 à Bucarest, mais le LOSC, lui, n'a pas été à la hauteur d'un match pourtant à sa portée sur sa pelouse face au Borussia Dortmund, défaite 2-1 des hommes de Bruno Genesio à Pierre-Mauroy mercredi soir. Et puis un mot de cyclisme avec la dernière étape de Paris-Nice qui se déroule ce dimanche après-midi autour de la ville
azuréenne. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de l'américain Matteo Jorgensen dans l'équipe. Visma Leasebike a piégé vendredi le jeune français Lenny Martinez, vainqueur d'étape jeudi et qui pouvait encore prétendre aux avant-postes du classement général. A noter également l'abandon du double vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard. Le Danois n'a pas pris d'étape de la 6e étape de la course au soleil vendredi midi à la suite d'une chute survenue la veille. Puis ce dimanche marquait le lancement de la nouvelle saison de Formule 1 en Australie. Le premier Grand Prix de la saison s'est soldé par la victoire du pilote McLaren Lando Norris devant le néerlandais Max Verstappen. Les deux Ferrari ont seulement terminé aux 9e et 10e places, tandis que le nouveau pilote français Isaac Hadjar a été contraint à l'abandon avant même le départ de ce qui devait être le premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1. C'était une énorme déception pour le pilote Racing Bull. Les principaux favoris pour le titre cette année sont le quadruple champion du monde Max Verstappen qui partira à la conquête d'une potentielle 5e couronne d'affilée, le septuple champion et nouveau chez Ferrari Lewis Hamilton ainsi que son coéquipier monégasque Charles Leclerc, mais celui dont la voiture semblait et semble la plus rapide, c'est Lando Norris qui a confirmé les premières impressions laissées par sa voiture en remportant la première course de l'année. Et enfin, le PSG reçoit ce soir au Parc des Princes l'Olympique de Marseille pour un classico qui s'annonce bouillant selon les supporters parisiens qui prévoient une énorme ambiance ainsi qu'un accueil spécifique à l'ancien joueur du club Adrien Rabiot qui a signé à l'OM cet été. Dans un match où les deux équipes auront à cœur de bien figurer, le PSG craint des débordements en tribune, voire un arrêt du match en cas de trop gros problèmes. Le club a beaucoup communiqué à ce sujet sur ses réseaux sociaux pour mettre en garde ses fans. Et on peut passer au débat de la semaine. Et cette question, le 15 de France a-t-il envoyé un signal fort hier soir en remportant son 27e tournoi destination à la suite de sa victoire contre le 15 du Chardon? Mon opinion, c'est que non, et je vais vous l'expliquer pourquoi, et également la nuancer. Alors d'abord, pourquoi non? Parce que déjà, si les Bleus ont battu l'Écosse avec 19 points d'avance, score final 35-16, ils n'ont pas été souverains tout le temps, loin de là, ils ont été même mis en difficulté par une équipe des Écossaises complètement relâchée, contrairement au 15 de France qu'on a senti quelquefois un peu peut-être pris par l'enjeu, par l'événement, même s'ils ont su complètement se libérer et lâcher les chevaux dans la deuxième partie de la seconde période. Mais il faut quand même noter que l'événement de la soirée, en tout cas l'élément marqueur, le fait de jeu de cette rencontre, c'était l'action de Peato Movaka. Sur la fin d'une action où Thomas Ramos pousse un joueur écossais qui arrive sur Peato Movaka, le numéro 2 français s'est emporté, a plaqué le joueur écossais au sol avec contact à la tête et l'arbitre a sorti le carton jaune avec bunker, mais l'arbitrage vidéo s'en est tenu à la décision initiale sans transformer le carton jaune en rouge comme on s'y attendait, comme je m'y attendais. Je pense qu'il faut souligner ça parce que même si un potentiel carton rouge issu d'une transformation du jaune aurait duré que seulement 20 minutes, c'est la nouvelle règle plus ou moins absurde du rugby, et bien certains arbitres auraient clairement mis un carton rouge direct, et c'est ce que disait la presse anglaise ce matin en relativisant un peu la victoire française, même si le coach écossais avait dit hier que ce n'était pas le fait qui avait fait perdre le match aux Écossais. Le quotidien d'Édimbourg, The Scotsman, pour lui, l'Écosse a été frappée par une décision controversée lors du choc contre la France, et il souligne la perplexité de l'entraîneur écossais et de son capitaine à l'issue du match au sujet de ce carton jaune sanctionnant Movaka qui n'a pas été transformé en carton rouge de 20 minutes, tandis que de son côté la BBC Scotland parle même de chance pour évoquer la mensuétude dont firent preuve l'arbitre de champ puis l'arbitrage vidéo lors de la vérification par le bunker. En Angleterre, The Guardian reconnaît que si la France a été trop forte aujourd'hui ainsi que tout au long du tournoi, elle regrettera quand même les ballons perdus contre l'Angleterre qui l'ont privé d'un grand chelem. Et pour finir, The Daily Telegraph note que la France n'a pas atteint les sommets sur lesquels elle était montée à Dublin. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que la France n'a pas vraiment envoyé de signal, parce que même si pendant ce tournoi, elle a fourni de très belles prestations, notamment en Irlande la semaine dernière, elle n'a pas été au niveau en Angleterre. En tout cas, elle a fait preuve de trop d'imprécision. Et hier, sans ce carton jaune de Peato Movaka, les Bleus auraient pu finir la rencontre à 14 si ça avait été rouge direct, ou en tout cas ils auraient pu rester à 14 pendant 20 minutes. Ça aurait peut-être changé des choses,
même si encore une fois, ils auraient pu quand même gagner, ils avaient la capacité en tant qu'équipe bien mieux sur le papier que les Écossais. Maintenant, la fête était quand même belle hier au Stade de France, avec notamment le record de Thomas Ramos, 450 points, pour battre Frédéric Michalak qui est devenir le meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. De plus, le capitaine habituel du 15 de France, Antoine Dupont, était présent pour soulever le trophée Destination avec le capitaine d'hier soir, Grégory Aldrit, ovationné par le Stade de France. Tous ses coéquipiers ont eu une pensée pour lui. Et le bilan final de ce tournoi, c'est que l'équipe de France est toujours capable de très très gros matchs que l'on ne lui avait pas vu, notamment l'année dernière avec sa très belle victoire en Irlande le week-end dernier. Donc je pense que l'équipe de France n'a pas envoyé vraiment de signal fort dans la mesure où ils n'ont pas été impériaux dans tous les matchs, si ce n'est en Irlande la semaine dernière et en Italie il y a 3 semaines, même si encore une fois ce n'était que l'Italie. Contre l'Angleterre, ils ont fait preuve malheureusement de beaucoup trop d'erreurs techniques, et hier contre l'Écosse, ils ont été mis en difficulté et auraient pu ne pas bénéficier de la même indulgence de l'arbitre de la rencontre au sujet du carton jaune de Peato Movaca. Mais au final, je pense que du coup, il n'y a pas vraiment de signal fort envoyé, même s'il ne faut surtout pas banaliser le titre hier, bien que ce ne soit pas un grand chelem. L'équipe de France a quand même remporté un tournoi devant l'Irlande et l'Angleterre. Très belle prestation de l'équipe de France qu'il faut féliciter. Et on espère qu'évidemment que les Bleus viennent de créer une série, ils viennent de lancer une dynamique, on les espère les voir gagner l'année prochaine et se lancer du mieux possible vers la Coupe du Monde 2027. Ce sera la deuxième sous Fabien Galtier. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode pour débriefer l'actualité de la semaine. N'hésitez pas à liker ce podcast, à laisser un avis, à vous abonner au podcast pour retrouver tous les prochains épisodes. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify et Amazon Music, et qu'un épisode sort chaque week-end.